Canadien Pacifique également, on l'a déjà mentionné sur cette chaîne. Maintenant, je pense que si vous allez sur la chaîne, vous allez voir ici, si vous tapez Canadienne, on va prendre ça, Canadienne, où est-ce que c'est ici, Canadienne. Elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, ok? Donc, 24 du mois de février, donc on va aller assez rapidement, on a regardé les marges, etc. Voilà, de long, je pense que c'est peut-être la quatrième, 1, 2, 3, 4, c'est la même compagnie, d'accord? C'est une enfin quand on dit que c'est la même compagnie, ça et ça, c'est la même compagnie, ok? Donc, vous avez Canadienne Pacifique, vous avez Canadienne Nationale, ok? So, quoique, attendez, si je ne me trompe pas, en fait, c'est la même entreprise. Non, c'est Canadienne Nationale. Non, c'est pas la même entreprise. Donc, Canadian Pacific, c'est la fusion entre Canadian Pacific et Kansas City Southern. Donc, voilà. Donc, c'est parfait. So, sachez qu'aux États-Unis, le segment ici, le transport ferroviaire ici, c'est un segment très concentré. Donc, il y a très peu de compétiteurs. Et généralement, ici, on ne fait pas de compétition sur les lignes de transport. Donc, c'est un business model qui devient de plus en plus intéressant. Même pas de plus en plus intéressant. C'est un excellent business. En tout cas, aux États-Unis et au Canada, c'est un excellent business. Que ça pour le transport des personnes, mais surtout également des marchandises. OK? De toutes les façons, on va avoir tendance à faire une note d'analyse sur ce secteur d'activité une note d'analyse sectorielle pour ce mois de août ou bien début septembre. OK? Ça dépend de quand est-ce que j'aurai terminé cela. Donc, dites-vous ici que ça reste ici un secteur qui m'intéresse énormément. OK? Donc, ici, par rapport au Canadian Pacific Kansas City, vous allez remarquer ici, vu les deux entités ont fusionné, on aura avoir tendance ici à avoir une revalorisation au niveau des bénéfices nets, puisque les deux sont ensemble présentement. Mais vous allez voir qu'il y a une différence entre les free cash flow et les bénéfices nets sur cette compagnie. Pourquoi? Parce que le secteur d'activité est très intense. C'est un business ici à capital intensif. Et ces entreprises ont également une dépense en capital de croissance assez élevée. Notamment, on en parlera dans la note d'analyse sectorielle. Donc, il faut faire attention quand vous allez regarder, comparer les free cash flow ici. Dites-vous qu'il y a une dépense en capital de croissance ici pour les années à venir. Ok, elles n'ont pas le choix que de faire cela également, non seulement en termes d'innovation, mais également du point de vue régulation. Vous avez vu également, surtout par rapport à l'accident de la dernière fois. D'accord. So, dites-vous ici que les free cash flow vont avoir tendance à être moins élevés pendant très longtemps. Mais il y a également quelque chose à prendre en considération, c'est un business qui a un avantage concurrentiel énorme, tout simplement parce que les actifs en eux-mêmes ne peuvent pas être répliqués aussi facilement. C'est-à-dire que le book value ici a une valeur bien plus élevée que ce qui est affiché présentement. OK? Bref, du point de vue évaluation, si on fait le tour d'horizon assez rapidement, croissance des revenus, c'est parce qu'on a fait une acquisition ici dernièrement, mais sinon, globalement, il y a une acquisition. Les marges brutes sont à peu près stables, on va le dire comme ça. Marge nette ici, on a une décroissance des marges nettes, on avait du 40% ici, et là, c'est assez extraordinaire, 40%. Il faudrait voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ces marges-là sont de moins en moins élevées ici aujourd'hui, ça peut être par rapport à la période actuelle. Donc, les marges EBITDA également ont eu tendance à diminuer. Qu'est-ce qui se passe? À vérifier dans les rapports financiers. Donc, on sait qu'on va prendre à peu près le rapport financier de 2022 et 2023, on va les lire, histoire de voir pourquoi est-ce qu'on a des marges moins élevées pendant sur ces 2 années-là. Donc, ensuite, on prend les marges, on prend les free cash flow et les net income qui vont dans le même sens, même si, non, attention, même sens, on est croissant, mais il y a une différence entre les deux en termes de volume. Et je vous ai donné une partie de la réponse ici. Dette nette sur EBITDA aux alentours de 3, c'est correct, mais on paye la dette nette avec les free cash flow, donc toujours reprendre la dette nette ici du point de vue volume, qu'est-ce que ça donne, et comparé au free cash flow. Donc ça donne ici, on a près de 22 milliards de dettes nettes, mais vu que les free cash flow ici ne représentent pas vraiment la véritable rentabilité de ce business, on va se dire qu'ils sont généralement, ils pourraient être bien plus élevés que ça, au moins l'équivalent des bénéfices nets, donc on pourrait aller chercher les 3 milliards 500 par là, ce qui pourrait nous permettre ici de dire qu'on peut repayer cette dette nette ici en 3 ans. Excusez-moi, pas en 3 ans, mais en moins de 10 ans. OK? Donc, mais à surveiller quand même au niveau des free cash flow. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Comme on peut le voir, ici, elle a l'habitude de racheter ses actions, mais avec la fusion qu'elle a effectuée dernièrement ici, on a dû émettre de nouvelles actions, les actions et de la dette ici pour prendre les deux entités. Donc, on va se dire que vous allez me dire, oui, mais ça dilue l'actionnaire, mais regardez, le bénéfice net, s'il a augmenté. D'accord? Donc, il me semble que c'est le cas ici. Donc, on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, on comprend, mais il y a de grandes chances que l'entité continue à racheter ses actions. OK? Donc, du point de vue évaluation, que ça va donner, c'est un business qui va avoir tendance à s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK?
Ici, qu'est-ce que ça va donner? Je prends d'abord l'historique de ce business. 20 et 25 fois les bénéfices. Vous avez vu ici qu'il y a eu une revalorisation des multiples dans le temps. Avant, on avait du 15 fois les bénéfices, mais là, on s'en va de plus en plus vers du 20, 25 fois les bénéfices. En fait, je vous dis une chose, c'est un business mature. OK? La seule croissance qu'on peut avoir ici, c'est l'augmentation des prix et également ici des fusions. OK? Et maintenant, il reste à peu près, ça va être de plus en plus difficile de fusionner les entités. Et donc, on va se dire une chose, c'est que s'il y a de grandes chances que cette entreprise revienne aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc, déjà, on va la regarder du point de vue rendement. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $7, 77 $, un business qui pourrait me rapporter $4,36 d'ici 2026. OK? Ça donne un rendement sur coût de 5,64%. 5,65%. Est-ce que c'est assez intéressant pour vous? Pour moi, non, ce n'est pas assez intéressant. Surtout si on prend en considération qu'on a un certain niveau d'endettement ici. Parce qu'il ne suffit juste pas de venir ici et de se dire que 25 fois les bénéfices, je vais le prendre. Non, 25 fois les bénéfices, c'est pour une raison. Et en date d'aujourd'hui, ça sera difficile de maintenir ce niveau de multiple-là dans le temps. Donc, on aura tendance à revenir aux alentours de 15 et 20 fois les bénéfices. Donc, si on est même gentil, je pense qu'on devrait, pour se protéger, on devrait déjà commencer à se situer aux alentours de 15 fois les bénéfices. Aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK? Donc, ça va donner quoi? Ça donne à peu près $87 ici. $87 moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, la dette nette ici par action, ça donne combien? $87 moins $17. Donc, 87 moins 10, qu'est-ce que je raconte? 87 moins 17, ça donne 70 à peu près. Donc, ici, je ne cherche à moins de 70, à plus de $70, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, on aimerait avoir ça à un prix inférieur à $70. OK? Ça reste un bon business et les analystes sont de plus en plus optimistes de manière globale ici et ils sont de plus en plus optimistes si on compare. Enfin, par rapport à 2026, c'est plutôt stable. Par rapport à 2025, on a une légère réduction, mais on reste à peu près sur une tendance assez optimiste pour le futur. Ça reste une très belle entreprise à avoir en watchlist. On va vérifier, est-ce qu'on a l'entité ici en watchlist? Oui, elle est dans la watchlist. On peut également l'ajouter dans la watchlist ici pour les dividendes. Donc, qu'est-ce que ça... Donc, ici, nous avons Ground Transport, donc transport de manière générale, transport terrestre. OK? Le transport terrestre ici, c'est soit le transport routier, donc camion, etc. Ou également ici le transport ferroviaire. D'accord? Donc, on va dans la watchlist, donc Ground Transport. Donc dans ma watchlist ici, je sais que je l'ai mis, donc si je vais chercher, je vais actualiser. Vu qu'on a Ground Transport, c'est G, n'est-ce pas? Donc on va chercher ici la lettre G, donc regrouper, je vais fermer ça. Collapse All, ok. G, où est-ce que ça va se situer? Ok. Ground Transport. Ok, on l'a ici. Et donc, je viens là, Canadian Pacific, on était à $70. Il y a quelque chose que je n'ai pas vérifié. C'est une entreprise américaine et canadienne. Donc, elle publie ses résultats en quoi? En dollars américains ou en dollars canadiens? En dollars canadiens. Ce qui veut dire ici que vu que j'ai pris l'entité américaine, parce que vous avez également l'entité canadienne, je dois convertir en dollars américains. C'est très, très important. Sinon, on est en train de faire quoi? On est en train de faire une très, très grosse erreur. OK? Et donc, si je prends ici mon convertisseur, vous ne l'avez pas devant vous. Donc, je vais faire simple ici. $70 canadiens, ça donne quoi? On va changer ça rapidement. En dollars américains à dollars canadiens, je pense que c'est 1,3, quelque chose comme ça. Donc, on va faire le changement. $70 canadiens, ça donne combien? Ça donne à peu près $51 américains. Donc, on aura un prix beaucoup moins élevé ici. Laissez-moi juste un instant, je reviens à ce niveau. OK. Donc, le 3, c'est ici que je l'avais pris, n'est-ce pas? OK, on a déjà la conversion. Excusez-moi. Donc, ce n'est pas la peine parce qu'on l'a pris, on l'a utilisé à ce niveau-ci et ici, c'est déjà converti en dollars américains. OK? Donc, c'est bon. Le compte est bon ici. Et donc, on va juste la rajouter ici à $70. On prend ça et ça, $70. Ce qui remonte, enfin, dans ce graphique, on montrera ici que ça montre ici que l'entité est... c'est pas un deal en ce moment. OK? C'est juste correctement évalué, sans plus. Donc, on revient ici. On va l'ajouter. On va ajouter la date de telle sorte que dans 3 mois,
on peut demander une mise à jour. Et donc, globalement, c'est un beau business. On a utilisé des multiples moyens ici parce qu'on ne s'attend pas à une certaine croissance. Et après, la vie peut changer quand on lit les rapports financiers. Mais comme je l'ai dit, au prix actuel, c'est juste correct. Quelqu'un qui rachetait du Canadian Pacific ici, il y a de grandes chances qu'il ne surpaye pas quantitativement. Okay, donc, on doit toujours coupler cela avec le qualitatif. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium Plus. Donc, tout le lien vers le service Top Premium Plus est dans la description de la vidéo. Donc, dans le Top Premium Plus, ici, vous allez recevoir prochainement la note d'analyse sectorielle ici pour le transport terrestre de manière générale. Donc, vous avez également d'autres services à l'intérieur, notamment l'accompagnement. Okay, donc, sur la page de Top Invest, vous allez retrouver tout ce qui pourrait vous intéresser, la watchlist ou bien le pack du débutant. Bref, je vous laisse aller voir ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel dessus. Ok, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Belle entreprise, mais voilà, c'est pas encore un deal pour moi. Merci.